Là, on va revoir la carte. Les mesures qu'on va prendre, par exemple, à la COP26, là, est-ce qu'elles peuvent nous éviter ce scénario catastrophe ou est-ce que non, malheureusement, le coup est parti, on aura ces températures et ce pourquoi on se bat, on va se battre, par exemple, à Glasgow en novembre prochain, c'est pour l'après 2050, c'est pour la fin du siècle, pour que ce soit là un maximum et non pas qu'une étape. Je pense que pour reprendre les propos de Bettina à la ville, effectivement, on est vraiment dans une logique où tout ce qui a été émis aujourd'hui dans l'atmosphère permet ce réchauffement. On le voit encore aujourd'hui. On n'est pas obligé de regarder la situation californienne qui est catastrophique ou australienne. Il suffit de regarder la France. L'année 2020 a été l'année la plus chaude jamais recensée. 16 mois consécutifs de records historiques de température. On voit encore que là, au mois de juin, on a la première quinzaine de juin la plus chaude jamais enregistrée. Enfin, la deuxième, il faut remonter à 2003 pour avoir une semaine, c'est 15 jours consécutifs les plus chauds. Et 2003, rappelons-nous, c'était 70 000 morts dans toute l'Europe avec une canicule extrême. Donc, on voit bien qu'on n'est pas obligé d'attendre, en fait, ces projections. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un système complexe, un territoire, c'est extrêmement complexe avec des effets dominos derrière. Donc, quand on analyse, vous savez, une catastrophe et qu'on fait un retour d'expérience sur cette catastrophe, on a toujours tendance à se dire, mais on avait ces paramètres aggravants, ces signaux faibles qui étaient présents. Et là, on est juste avant une potentielle catastrophe. On voit ce qui se passe en Australie, en Californie. Il faut regarder de très très près ce qui se passe là-bas, parce qu'on a un système agricole, on en reparlera. On va aller en Californie. Hein. Mais ça rejoint finalement des questions qu'on va pouvoir aussi se poser en France sur notre résilience alimentaire et sur toutes ces questions. Ce que je veux dire, c'est que tous ces signaux faibles, on commence à les avoir dans le monde. En France, ne serait-ce que dans le monde, par exemple, une équipe de chercheurs a mis en évidence le fait qu'on avait atteint une température humide, c'est-à-dire le mélange entre l'humidité de l'air et finalement cette température qui derrière ne peut plus être supportée par un corps humain, tout simplement parce qu'il n'y a plus de sudation possible. Ça a été atteint dans 2 endroits de la planète durant 2-3 heures. Alors certes, c'est-à-dire que l'environnement devient carrément hostile comme la planète Mars, quoi. C'est-à-dire que ça se passe en Iran et ça se passe sur 2-3 heures, mais avec les projections qu'on a actuellement sur différents scénarios, et quand on regarde les scénarios les pires, on se rend bien compte qu'on va vers des scénarios qui atteindront, sur ces températures extrêmes potentiellement mortelles, plus d'1 million de personnes par an sur la planète. Donc, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose, des questions démographiques, des questions économiques, et puis derrière, avec ces effets en chaîne d'emballement qu'on ne maîtrise pas. Pourquoi ? Parce que les sciences, en fin de compte, sont souvent étudiées en silo, et il faut vraiment là avoir une vision extrêmement globale, un petit peu comme les inondations que vous voyez. On va analyser la réponse hydrologique, le niveau climatologique, mais par contre, derrière, il va y avoir une réaction en chaîne avec potentiellement des brèches dans des digues et tout un scénario qui amènera à cette catastrophe. On va donc s'interroger comment s'adapter, quelles dispositions prendre pour essayer de vivre dans cette planète qui, vous venez de le décrire, va être de plus en plus hostile. Comment passer le bac par plus de 30 degrés, c'est ce qui s'est passé hier. Les élèves passaient le bac.